Bonjour à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. C'est un petit message de service. J'ai 2 infos à vous communiquer et après je vous laisse en compagnie de l'épisode que j'ai fait avec Martin. La première info, c'est déjà pour vous dire que Martin a eu un petit souci de son pendant l'enregistrement. J'ai essayé d'améliorer ça le mieux que je pouvais en tout cas. Donc il reste encore un peu de grésillement. C'était compliqué de vraiment rendre le truc le plus net possible. Ça reste très audible. C'est juste qu'il y a une différence de qualité de son entre son micro et le mien pendant l'enregistrement. Deuxième petite info, c'est vous apporter une précision par rapport à l'annonce qu'on vous a faite avec Val la semaine dernière. Je vous ai annoncé l'arrêt des mangas du grenier, et en fait pas tout à fait, puisque j'ai discuté avec le copain Max de PCF Manga, qui m'a dit mais c'est dommage d'arrêter ça, le titre est cool et tout ça. Puis en fait en discutant, et on a trouvé l'idée toute simple, qui est que tous les mangas qui sont en arrêt de commercialisation, donc aujourd'hui qui n'est plus réédité par l'éditeur, en tout cas dans sa version papier, rentreront dans le cadre des mangas du grenier. Donc ça veut dire par exemple pour Astro Boy, ça reste un YPDLM parce qu'on le trouve encore chez l'éditeur, mais par exemple un Emerging, premier nom qui me vient en tête, qui était un manga en 2 tomes chez Kurokawa, aujourd'hui c'est plus disponible à la vente, donc clairement ça rentrera dans les mangas du grenier. Ça permettra aussi d'aborder un petit peu la phase recherche sur où est-ce qu'on peut le retrouver, la cote sur le marché, par exemple sur Vinted, sur les différents magasins de revente d'occasion, etc. Donc il y aura aussi une petite part là-dedans, un petit peu sur le côté chiné, de chercher les mangas d'occasion, un peu de seconde main. Donc voilà. Sans que je cogite un peu à tout ça, mais en tout cas, j'arrête de parler et je vous souhaite donc un très bel épisode, et je vous dis à très bientôt, semaine prochaine, nouvel épisode qui arrive avec le copain Julien de l'Envers du Manga. Salut tout le monde. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 29e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga ? C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Pour ce nouvel épisode, il y a un petit peu de changement, je vais vous expliquer ça tout de suite, mais je suis accompagné de Martin, du label Micro Stockholm, on va dire, parce que c'est oui, tout à fait. Podcast à name dropper, mais je te laisserai les dire de toute façon, mais t'es simplement connu pour Random Culture Club, mais t'es un peu le pape du podcast. C'était très long. Bonjour Martin, comment ça va ? Bonjour, oui, ça va bien, merci, et toi ? Super, ça fait plaisir de te retrouver parce que la première fois que tu étais venu dans le podcast, c'était pour parler de Doro. Je sais pas si tu te souviens, c'était il y a longtemps. Si, je me souviens très bien. C'était il y a pas si longtemps que ça. Oui, c'était cool, j'étais content de parler de Doro, un manga que j'aime beaucoup, même si il est un peu clivant et pas facile d'accès, mais je trouve que c'est un manga super intéressant, j'étais content d'en parler du coup. Il a sa fanbase, l'autrice elle a sorti Die Dark, je sais pas si tu l'as lu, mais c'est bien aussi, pareil, moi j'ai pas lu encore, mais il paraît que ça a plutôt un bon succès de librairie. Alors je sais pas en termes de vente, mais en termes de critique en tout cas, c'est plutôt bien apprécié. D'accord, ok. Avant de se lancer dans l'œuvre du jour, je vais juste faire un petit rappel, parce que vous avez, il y a 2 semaines maintenant, non, la semaine dernière, pardon, je suis perdu dans la timeline, on a sorti un épisode avec Val pour faire une petite annonce, donc on vous renvoie à cet épisode-là pour écouter l'annonce qu'on a faite, parce qu'il y a un petit peu de changement. Val a un peu moins envie de lire, et on a surtout nos agendas qui arrivent plus trop à se synchroniser. Donc du coup, on a apporté quelques modifications au podcast. Encore une fois, si vous voulez écouter, il y a tous les détails dans cet épisode-là. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour Astro Boy, qui est un titre un peu vintage, c'est pas un manga du grenier, c'est un YPDM classique qui s'intègre dans la suite des épisodes, donc d'où le 29e. Et pour ça, du coup, j'ai Martin avec moi pour en parler. Et ça va être cool. Bah ouais, carrément. Merci de m'avoir invité à nouveau. Mais carrément, toujours un plaisir. Tu m'avais invité aussi dans le tien où j'avais pu parler de mon amour pour Jean-Claude Van Damme. On renvoie les gens au Random Culture Club. Un sujet. Les arts martiaux, c'est aussi un petit kiff que j'ai à côté. Ouais.
Bon, qu'est-ce que tu racontes alors? Est-ce que au niveau podcast, tout va bien? Ah oui, bah tout va bien. De toute façon, ça va, c'est un plaisir. Donc oui, bah toujours du Random Culture Club. Enfin là, on va redémarrer à la rentrée. Enfin, on redémarre en cette rentrée. Et puis on a fait un book club cet été, dont on va essayer de parler dans un épisode sur un livre qui s'appelle Meurtre à TF1, qui met en scène l'assassinat de Jean-Marie Le Pen en direct à la télé, alors qu'il était interviewé par Yves Mourouzi. Et donc on a lu ça cet été en échangeant sur Discord, et c'était rigolo. Donc on va essayer d'en parler dans le podcast. C'est pas un bon livre, mais c'était une bonne lecture. Enfin, c'était marrant parce que le livre est assez drôle, quoi. C'est l'équivalent du nanar en livre de ce qu'on a au cinéma, quoi. C'est complètement ça. D'accord. Sachant que le titre nanar vient du monde de la librairie, donc du coup la boucle est bouclée. Ah, je ne savais pas. Les nanars, en fait, à l'origine, c'est ce qu'on appelle les nanars, c'est les invendus, invendables en librairie, en fait. C'est les trucs que personne n'achète jamais, quoi. Ah oui, maintenant que tu me le dis, c'est vrai. C'est vrai. Et donc c'est de là que ça a été appliqué en fait au monde du cinéma. Ouais. Okay. Pas par Nanarland, hein, avant Nanarland bien sûr, mais oui, voilà. non, je doute bien. Et voilà. Et puis sinon, moi j'ai sorti un gros morceau sur Leonard Cohen. Donc si vous avez, si vous voulez passer 6 heures à écouter. À écouter, à entendre parler de Leonard Cohen de manière assez approfondie, parce que là c'était l'objectif. C'est assez pointu, ouais. Donc vous pouvez écouter 6 heures d'émission sur Leonard Cohen. T'as un invité qui est ultra pointu, enfin ultra calé qui dit en fait qu'il est musicien, donc je comprends pourquoi il est aussi calé sur pas mal de points de détail sur la rythmique, sur la manière d'accorder, etc. Enfin c'est vraiment passionnant, et ne connaissant pas du tout Leonard Cohen, ça m'a donné envie d'écouter un peu sa discographie, parce que comme je te disais un peu en off, mis à part Alléluia. Bah écoute, c'est l'occasion de découvrir. Carrément. Voilà. Avant de se lancer dans le sujet, moi j'ai pour habitude de demander un peu aux invités, et puis je donne la mienne aussi au passage, c'est un petit peu un échauffement. C'est quoi ta dernière lecture marquante que tu as envie de nous partager là, ici? On s'attaque au manga du jour. Bah, ma vraie dernière lecture marquante, on va en parler plus tard, donc je dis rien pour le moment. Mais sinon, il y a un truc que j'ai tout lu, alors j'ai un peu rushé sur la fin, mais c'est Claymore. Dont je saurais même pas citer l'auteur, je suis désolé, c'est un peu nul, mais et je crois de mémoire, je sais pas si c'est même pas une autrice, tu vois. L'autrice, oui, c'est vrai, effectivement. Ouais. Bon, je suis désolé, je suis pas très pointu sur ces sujets-là. Non, mais j'ai tout lu, ce qui est quand même 25 tomes, et j'ai trouvé que c'était assez original enfin c'est extrêmement classique, hein, parce que c'est une histoire encore de personnages. Donc là c'est des femmes guerrières, mi-femmes mi-démons, qui sont censées combattre d'autres démons. Enfin voilà, c'est très classique, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait à chaque fois la particularité, c'est que ces femmes, en fait, plus elles avancent, et puis elles se métamorphosent en démons, et elles peuvent pas faire machine arrière quoi qu'il arrive. Donc il y a toujours un moment donné où elles sont obligées de se transformer complètement, et donc ça tourne beaucoup autour de ça. Je trouve qu'il y a pas mal de thèmes qu'on retrouve après, enfin que j'ai beaucoup retrouvé dans l'Attaque des Titans, en fait, sur la manipulation des êtres humains à des fins plus ou moins bénéfiques, où est le bien, où est le mal, qui a raison là-dedans, qui a tort. Et puis graphiquement, je trouve que c'est assez intéressant là, ces femmes très élancées, voilà. Il y a un effet de crayonné, je trouve, qui est assez sympa dans l'auteur. Alors c'est un auteur, je m'excuse, hein, c'est pas une autrice. J'ai vérifié entre temps pendant que tu parlais. Mais ce que t'as pas dit par contre, c'est que c'est de la dark fantasy, hein. C'est médiéval, il y a des épées, voilà. Oui, il y a la chasse aux démons. C'est un peu le berserk au féminin. Les gens peut-être me hurler dessus, mais parce que voilà, mais c'est pour le rapprocher peut-être d'un truc un peu plus connu, complètement. Pour rapprocher un peu les wagons. Oui, il y a différent, mais il y a un côté berserk, sauf que je trouve que c'est bizarrement assez doux, en fait.
C'est à la fois dark et doux, c'est difficile à expliquer, mais il y a pas ce côté rugueux et dérangeant qu'il y a dans Berserk, alors qu'il y a quand même des trucs très malaisants aussi dans Claymore, mais je trouve que c'est plus léger, enfin plus léger dans le sens plus poétique et moins parce que Berserk, je trouve c'est pesant en fait. Moi j'ai du mal à avancer dans Berserk, ça me pèse beaucoup en fait. Je suis bloqué au 3e tome et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu, mais je me dis faut être dans le bon mood pour lire ça en fait, je pense. Faut être préparé psychologiquement. C'est un peu spécial à lire. Voilà. On l'a pas dit, mais c'est édité chez Glénat. Je crois que c'est toujours disponible, Claymore. Et ouais, alors je l'avais jamais fini moi de mon côté, mais j'avais bien avancé et je trouvais que la lecture était vraiment cool. Bah, ça traîne un peu en longueur. La deuxième partie est un peu longuette. Voilà. Il y a un ventre mou, clairement. Je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai communiqué la mienne. Ça n'a rien à voir. C'est complètement con, mais voilà, c'est 2 salles, 2 ambiances, on va dire. Moi, j'ai repris la lecture de Noritaka. Alors pourquoi j'ai repris la lecture de Noritaka ? Parce qu'à l'époque, quand je l'avais acheté, il y a une bonne grosse quinzaine d'années, je m'étais arrêté au tome 6 ou au tome 7, je crois, de mémoire, et j'avais jamais poursuivi, parce qu'après, moi, j'ai eu dans mon parcours de mangaka, pour rappel, j'ai eu un ventre mou, en fait, dans la vingtaine, où, étudiant, moins de sous, puis voilà, puis j'étais passé un peu aux comics aussi, donc c'était resté là, et j'ai fait une super affaire dans un cache, puisqu'il y avait exactement les tomes qui me manquaient, jusqu'à la fin, donc du 7e jusqu'au 18e volume, si je dis pas de bêtises. Et tout ça, j'en ai eu le tout pour moins de 3€ le tome. Ah ouais, ça c'est cool. Hein. Donc je suis reparti avec la collection quasiment complète. Ils m'ont fait un prix, ils m'ont fait 1 ou 2 mangas par là. Donc ce qui fait que j'ai complété ma série. Et j'ai recommencé la lecture de Noritaka. Et c'est toujours aussi con. Alors Noritaka, ça parle de quoi ? Ça parle d'un loser, comme souvent dans les mangas. C'est un shonen, hein. C'est édité chez... C'est Glénat aussi qui édite. Alors ça a la particularité, comme c'est assez vieux... alors peut-être qu'un jour on en parlera dans le podcast parce qu'il faut que je trouve un coéquipier avec qui en parler, mais c'est édité chez Glénat dans le sens de lecture française, donc c'est pas souvent qu'on a ça. Pour rappel, on a les premiers One Piece, je sais pas si t'avais fait attention, qui étaient édités dans le sens de lecture français avant de basculer en sens japonais, mais il y en a plein d'autres. Il y en a quelques-uns, même Dragon Ball, non ? Ça avait commencé comme ça, c'était inversé. Oui. C'est ça. Ouais. Enfin, c'était à l'époque, nous Français, on disait non, c'est le bon sens. Ils voulaient pas mettre dans le sens japonais, tu vois. Mais Noritaka, donc on suit Noritaka, c'est le nom du personnage, qui est en fait un loser et qui décide pour impressionner la fille dont il est amoureux secrètement de la classe, à côté de qui il est assis, parce qu'elle lui dit qu'elle aime pas les faibles. Et à un moment donné, il va se passer que il va être faible et il va décider d'aller intégrer un club de kickboxing, Muay Thai. Qui paraît être complètement pourri parce qu'ils n'ont pas de moyens et du coup on va suivre ces tribulations. Alors comme c'est un manga, c'est complètement what the fuck. Il a une petite botte secrète parce que ce que j'aime bien avec l'auteur, c'est qu'il rapproche ça en fait qu'il a fait du foot en étant au collège et grâce à son coup de pied de footeux, il a un high kick dévastateur. Donc il va avoir certaines prédispositions pour la Muay Thai et le kickboxing. Et voilà, ça va être assez drôle puisque les premiers combats, il va affronter des boxeurs et il va battre des mecs qui sont normalement beaucoup plus lourds que lui et il va les battre. Voilà, c'est un peu con, mais c'est drôle. Et les scènes de baston sont quand même bien foutues. Donc voilà, c'est la petite lecture où tu débranches le cerveau et c'est pas déplaisant. Je sais pas si tu connaissais Noritaka, mais... voilà, j'ai jamais lu en tout cas. Si je connaissais, je voyais à peu près ce que c'était, mais j'ai jamais lu. Il avait sorti aussi, alors je sais pas dans la timeline si c'est avant ou après, mais je pense que c'est après. Nous on l'avait eu après en tout cas. On avait aussi Katsuo, qui était un peu un truc un peu à la manière de Noritaka, mais un peu plus avec du furio, mais c'était aussi de la bagarre. Voilà, il a pas trop su se renouveler, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il fasse autre chose. Mais en tout cas, Noritaka, c'est cool. Voilà, si vous avez l'occasion, c'est plutôt sympa. Écoute, on est pas mal. Est-ce qu'on se lancerait pas dans le manga du jour ? Allez. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'Astro Boy. Vous allez voir, la formule a un petit peu changé, puisqu'on va plus faire de pas à pas comme on faisait, parce que c'était un peu rébarbatif. Donc là, on va simplement en fait revenir et vous faire un gros résumé de l'histoire et de comment ça démarre, en parlant éventuellement du premier arc, mais en parlant de manière succincte, pour en plus se concentrer sur un débrief, sur le fait de pouvoir échanger sur l'œuvre. Donc aujourd'hui, on va vous parler donc de Astro Boy de Osamu Tezuka. Ce héros du futur qui nous fait vivre de vraies aventures, toujours là quand il faut, c'est Astro, le petit robot. Ce nouveau chevalier qui nous apprend à nous entraîner, toujours là
quand il faut. C'est Astro, le petit robot. Alors là, vous avez entendu un générique très old school. Hein. Merci Martin pour avoir retrouvé l'extrait parce que ça nous ramène dans les belles années, hein, n'est-ce pas, hein, les belles années de la... Vas-y. Hein. Moi qui suis né en 81, du coup là ce qu'on entend c'est le générique de Astro 1980, parce qu'il y a eu 2 séries animées Astro en fait. La première était dans les années 60 et elle est pas arrivé jusqu'en France, c'était en noir et blanc. Donc une des premières séries animées à la télévision japonaise, je pense, enfin en tout cas dans les premières. Et après il y a eu le remake dans les années 80 que nous on a eu en France. Et moi quand j'étais gamin, je l'ai regardé, j'étais super fan étant petit de la série animée Astro. J'ai pas connu, moi je suis un peu plus jeune que toi, pardon. Je me souviens pas l'avoir vu celle-là, tu vois. Ça passait sur A3 je crois. Et c'est marrant parce que j'ai quelques souvenirs assez marquants de cette série, des trucs qui me sont restés et voilà. Et beaucoup de choses aussi que j'ai complètement oubliées et complètement zappées. Mais voilà, mais du coup voilà, c'est un souvenir lointain. Après il y a eu Goldorak, je me souviens plus de Goldorak que de Astro au final, mais voilà. Ouais, c'est pareil, moi ça j'ai connu, mais vraiment sur la fin parce que j'étais un peu jeune pour ça, mais bref. Donc Astro Boy, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est un manga donc de Osamu Tezuka, c'est son premier manga, hein, en tout cas que dans ce qu'on prend en tout cas dans la bibliographie, qui a été sorti entre 52 et 68, hein, ça nous rajeunit pas. On l'a d'abord eu dans les fin d'années 90-2000, c'était édité chez Glénat en 12 volumes, et pour ensuite ils ont perdu les droits, et c'est donc Kana qui a repris les droits pour nous faire des doubles tomes. Donc on a 6 volumes, ce qu'ils ont appelé l'anthologie Astro Boy, et je trouve que le mot anthologie est bien trouvé parce que moi ça nous ment pas sur ce qu'on va retrouver à l'intérieur. On va en parler justement de la particularité d'écriture d'Astro Boy. Ça sort un peu des classiques qu'on peut connaître aujourd'hui avec un fil rouge, parce que là clairement il y en a pas trop, mais on va en discuter justement après. Ouais. Donc l'édition elle est plutôt correcte, hein, c'est bonne facture, on a de la page couleur, enfin c'est vraiment pas mal. Toi, sur les œuvres de Tezuka, est-ce que avant qu'on s'attaque vraiment au sujet, est-ce que tu as d'autres choses que tu as lues de chez lui, pardon? Ouais, j'ai lu, j'en ai pas lu tant que ça au final. J'ai lu quelques tomes de La vie de Bouddha. Okay. Qui est vraiment passionnant. Mais par contre, alors c'est vraiment intéressant. Après c'est pas que c'est pas fun, parce qu'il a quand même réussi à raconter la vie de Bouddha, mais avec il a ajouté des personnages fictifs qui étaient pas forcément, enfin il a réussi à transformer ça de manière à rendre ça accessible. Mais après ça reste la vie de Bouddha, donc voilà, c'est pas un shonen. Mais donc voilà, mais c'est quand même vraiment une très belle lecture que je reprends de temps en temps, enfin que je fais des pauses et je reprends. Oui. Et sinon moi j'avais lu un truc de lui qui m'a énormément marqué, c'est Vampire, qui est une œuvre tardive pour le coup, inachevée. Mais j'avais été hyper marqué, pour pas dire choqué, par ce mélange mais qui est présent en fait dans toutes ses œuvres, hein, enfin donc en tout cas dans toutes celles avec lesquelles je suis un petit peu familier, à la fois côté très drôle, il casse souvent le 4e mur en plus. Ah oui. Il le fait régulièrement, avec des gags un peu absurdes, et puis d'un coup c'est très très tragique et très très triste et très touchant, très émouvant. Ouais. Et il a toujours cette capacité là d'aller sur des, de toute façon il est connu pour ça, hein, pour son humanisme qui transpire de ses œuvres. Et voilà, c'est ce qui m'a beaucoup marqué, et sinon j'en ai beaucoup à la maison qu'il faut que je lise et que j'ai pas encore lu. Il y a de quoi faire parce qu'il a tellement. Et sinon j'ai pas lu mais j'ai vu plusieurs épisodes du Roi Léo. Oui, qui avait démarré un petit peu Astro d'ailleurs. Ouais, qui a démarré un peu avant Astro, c'est ce que je revérifiais dans les trucs. Ils ont été publiés à un moment donné, ils ont été publiés en parallèle. Ouais. Mais c'est pour tout le monde la connaît, hein, l'histoire du roi Léo. Hein, ça a inspiré, ça a inspiré apparemment
Le Roi Lion, il y a eu des procès, Ah bah tout ça. c'est même oui, ça a plus qu'inspiré, ça a été pillé pour le Roi Lion, quoi. Ouais, mais tu vois, alors, autant sur les origines du Roi Léo, il y a un truc, moi, tu sens que c'est vraiment, il y a vraiment une énorme inspiration, pour pas dire plagiat, avec le Roi Lion. Bah même le Mais nom. après, ça... Comment? Moi je dis même le nom. Oui, complètement. Mais après, tu veux, ça prend quand même un virage un peu Oui, différent. après c'est différent. Oui, bien Il sûr, part bien en sûr. ville, enfin, tu vois, Non, mais il bien est sûr, bien sûr. il est avec les humains et compagnie, donc tu vois, mais c'est vrai qu'on sent que, oui, on va dire, pour pas dire plagiat, ils ont été très inspirés Disney par ce qu'a fait Tezuka. Après, c'est quelqu'un, on va le dire, c'est un peu le père un peu du manga moderne, hein, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup Bah, inspiré, il est Mm. beaucoup cité, c'est pas pour rien qu'il y a un prix Tezuka, enfin voilà, donc c'est pas anodin. Bah, c'est Mais quelqu'un après, c'est lui qui a créé enfin, on l'appelle le dieu du manga parce on considère qu'il a créé le manga moderne ou pré-moderne, de la même manière que Hergé a, enfin, on compare souvent Tintin, Hergé à Walt Disney en fin de compte, quoi. c'est ça. C'est un peu les deux points de comparaison. Ouais, mais c'est vrai qu'après, tu vois, sur ce truc-là, c'est quand même, tu sais, aujourd'hui où la société japonaise et les magazines de prépublication ont tendance à faire rentrer des mangas dans des cases, dans une case shonen, dans une case shoujo, etc. Bah là, c'est dur quand même. Enfin, on n'arrive pas trop à... Tu vois, il est un peu hors sol, quoi. Tu vois, il est vraiment, en termes de ses titres, c'est compliqué de se dire « Ah, ça, je l'aurais bien vu dans tel magazine, tu vois. » Alors aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de titres qui sont estampillés shonen, mais qui vont lorgner du côté des codes de lecture et des codes de publication shoujo ou seinen, tu vois. Enfin, maintenant, tout se mélange. J'ai l'impression qu'ils veulent aussi sortir de ça au Japon. Mais lui, déjà, à cette époque-là, c'est compliqué de le faire entrer dans une case, quoi. Bah, je pense que c'était antérieur aussi au développement de l'industrie, au développement massif de l'industrie telle qu'on la connaît maintenant. Donc, mais il a vraiment tout inventé. Il a inventé une forme de narration, alors très très inspirée de choses qui l'ont lui-même marqué précédemment. Et après, je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que je suis pas spécialiste et je vais pas dire d'ânerie non plus. Mais il a vraiment, enfin, il y a un avant et un après Tezuka dans le manga, quoi. Ouais, complètement. Moi, j'ai pas tout lu non plus, comme je te disais, mais moi, je sais que j'avais lu un petit peu de Roi Léo. J'avais pas mal lu Blackjack. J'avais bien aimé cette histoire du médecin, là, un peu underground, avec des opérations qui étaient des fois complètement hallucinantes. Et d'ailleurs, toujours mon grand regret, c'est d'avoir loupé la réédition de chez Asuka, donc maintenant qui est Crunchyroll. Ils avaient sorti des beaux romans, enfin je dis des romans, mais c'était des livres avec une couverture dure. C'était vraiment une belle édition. Et du coup, bon, ça c'est le petit regret. Maintenant, je pense que ça doit se vendre à... Les spéculateurs doivent s'en donner à cœur joie pour ceux qui veulent vendre cette édition-là, mais il me semble qu'elle va être éditée. J'ai cru voir ça quelque part. D'accord. Ouais, je crois que c'est Izan Manga, oui. qui réédite. Et ça, pour le coup, Izan Manga a une particularité, je ne sais pas si tu les connais, de faire des belles éditions. Ils ont notamment réédité Albator. Là, ils sont sur Blackjack. Et les prix des éditions sont juste ma boule, quoi. C'est de la grosse BD, on va dire, pour faire simple, avec une couverture en dur. Il n'y a pas de jaquette, etc. Et c'est des mangas qui sont vendus 30 balles, quoi. Mais c'est format BD, quoi, en termes de taille. Ouais. Donc, je sais pas s'ils arrivent beaucoup à en vendre, parce qu'ils ont l'air d'être un peu sur le manga patrimoine. Mais n'empêche que c'est un peu cher. Et l'autre œuvre que je voulais citer, que moi j'avais trouvé ça incroyable à l'époque, mais j'en ai gardé assez peu de souvenirs malheureusement, parce que je l'ai lu il y a très longtemps, c'était l'histoire des Trois Adolphes. Ah oui. Pareil, je suis tombé pendant les vacances et je l'ai pas prise. J'ai une opportunité d'avoir les 4 tomes pour 25 €, je crois, un truc comme ça. Alors qu'ils sont vendus un peu plus cher chez un bouquiniste. J'ai pas franchi le pas, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Mais c'est pareil, ça fait partie de ces titres qui m'avaient beaucoup marqué à l'époque. Et c'est vrai qu'après, j'ai pas trop étoffé ma lecture, j'ai encore beaucoup de choses à lire. Le Vampire m'intéresse beaucoup. On parle beaucoup aussi il a été réédité il y a pas longtemps, c'est le Phénix. L'oiseau de feu. Ça, c'est pareil, il paraît que c'est très très bien. Ouais. Après, il y en a plein d'autres. Je pense que vous, auditeurs, vous allez me dire, mais il y a celui-là aussi, il y a celui-là. Mais voilà. Ah non, mais il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Ouais, c'est compliqué. Puis, il faut reconnaître que ça demande aussi un petit effort. Parce que les codes ont changé depuis et que bah c'est pas une lecture aussi fluide que parce que ça a été écrit pour un public qui n'est pas nous. Donc tout simplement, et depuis il y a eu beaucoup d'autres mangas qui sont arrivés. D'ailleurs lui il a été un petit peu il a pris un petit coup de vieux déjà dans les années 70-80 avec la génération des mangas de l'époque, hein, les Toriyama, les Gonagai et tous ces gens-là.
même s'ils étaient très bienveillants les uns avec les autres, voilà, il y avait déjà un petit coup du vieux entre guillemets. Ouais, puis il a été malade sur la fin de sa carrière aussi. Hein. Oui. Bah, il est mort jeune, hein. Bah, cancer du poumon, je crois, de mémoire, parce que c'était un gros fumeur. Donc, bah, c'est ça qui a eu raison de sa santé, malheureusement. Comme Oppenheimer. Comme Oppenheimer. J'ai pas encore vu le film. Oui, mais c'est pas abordé, ça, non. C'est pas abordé dedans? D'accord, mais je connaissais même pas sa fin. Mais dans le film, tu le vois tout le temps en train de cloper, en fait. D'accord, ouais, donc on sous-entend que... C'était une époque où les gens fumaient énormément sans savoir que derrière... Ouais. Bah, l'époque Mad Men, hein. Ça, c'est Mad Men qui fait beaucoup référence à ce truc-là. Enfin bref, on s'écarte. mais en tout cas, oui, tu soulèves un point on va s'en servir pour parler d'Astro Boy tout à l'heure. Il y a une forme de narration qui est assez particulière et tu mets pas ces mangas de cette génération-là entre toutes les mains. T'as cité tout à l'heure Gonaga, et Gonaga, c'est pas simple non plus à lire, hein. C'est pas un premier manga. Et pour le coup, je trouve que t'as cité un autre pape du manga qui est Toriyama. Toriyama avec les Dr Slump et Dragon Ball, pour le coup, eux ont amené cette facilité de lecture, ont rendu le manga beaucoup plus accessible, je trouve. Ouais, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est des gens qui sont maintenant des cadors incontournables et qui ont inspiré aussi beaucoup à leur niveau, quoi. Donc, est-ce que tu te sens, pour attaquer le manga avant qu'on en parle, est-ce que tu te sens éventuellement de dire de quoi parle Astro Boy, et puis comme on disait, on essaie d'un petit peu d'expliquer aussi un peu ce qui se passe dans le premier chapitre. Et ce qui est intéressant, on va se le dire tout de suite, c'est que c'est souvent un chapitre, une histoire sur Astro Boy. Il y a quelques particularités. Est-ce que tu te sens du coup de nous parler de l'œuvre, de nous dire de quoi parle le début, les origines, et puis ensuite après on va gentiment se diriger vers le premier chapitre? Ouais, carrément. Bah après, en fait, ce qui est marrant, c'est que l'origine story de Astro, elle a été racontée de multiples fois, que ce soit dans le manga ou dans l'animé, dans le film qui est sorti il y a je sais plus 10 ans à peu près. Ouais, enfin, le film en image de synthèse, quoi. Ouais. Bref, mais déjà de base, en fait, je trouve que l'histoire de l'origine d'Astro est très très forte. Elle est horrible, on peut le dire. Hein. Elle est horrible, oui, parce qu'en fait, donc... Père de l'année, hein. Vas-y, je te laisse en parler. Ouais, c'est ça. Père de l'année, oui, mais il se rachète après. Oui. Donc, en fait, donc le professeur Tenma, qui est un grand savant, un grand scientifique spécialiste en robotique au Japon, je sais plus, il est au ministère de la robotique, je sais plus, enfin bref. Perd son fils adoré, Tobio, et dans un accident de voiture. Et donc, il décide de foutre chagrin, il décide de se construire un nouveau fils. Donc, il construit un robot. Oui, complètement. Il sombre dans la folie. Hein, oui, il sombre dans la folie d'ailleurs complètement. Et il décide de se reconstruire un nouveau fils qui sera Astro. Donc, on est en train de revivre le mythe de Pinocchio, qui est une inspiration majeure. Hein. C'est pour ça quand Tezuka a été pillé entre guillemets, ou quand Walt Disney, Disney s'est inspiré de Tezuka. Tezuka s'est lui-même beaucoup inspiré de Disney, quelque part. C'est un cycle éternel. Bref. Et donc, même si Pinocchio c'est pas Disney, mais peu importe. Et donc il se refait un fils qui est la copie conforme, qui est une copie conforme robotique, donc qui est Astro. Et qui d'ailleurs d'abord l'appelle Tobio au début, parce qu'il a du mal à faire son deuil, donc il continue à l'appeler Tobio avant de se rendre compte justement que finalement c'est pas Tobio, quoi. Donc il est exactement comme Tobio, mais il est pas tout à fait Tobio. Et du coup, il décide de le chasser, de sa vie, et il me semble qu'il est, je sais plus si c'est là, mais je crois récupéré par un cirque. C'est un cirque qui le récupère. Il le récupère dans un cirque, donc comme Pinocchio encore. Ouais. Et il finit, et je crois qu'il est tenu pour mort, le professeur Tenma, non? Oui. On apprend, je sais plus si c'est à ce moment-là ou plus tard, mais bref, en tout cas dans l'histoire, il est mort, quoi. Ouais. Il est mort. Ce qui est intéressant dans le début des origines, c'est que c'est un manga qui date des années 50-60. Ouais. Asimov était déjà passé par là? Absolument. Alors c'est l'autre inspiration majeure, c'est Asimov. Et ce qui est assez incroyable, c'est que déjà il y a cette notion de, quand il crée Astro Boy, donc il fait un androïde qui ressemble à son fils,
et il va lui insérer des souvenirs de son fils, une espèce une carte à puce qui va faire que il aura tous les souvenirs de son fils, et derrière ça en fait c'est ça qui va sous-entendre plus ou moins que alors ça sera pas complètement développé, même s'il y a quand même des choses qui sont mises en avant, parce que ça sera quand on parlera de plus tôt où c'est vraiment mis en avant, cette histoire d'émotion, que le robot peut avoir des émotions, et déjà à ce moment-là je trouve que c'est plutôt bien fait quoi, pour ce moment-là. Complètement. En fait, donc tu parlais d'Asimov, c'est super important parce qu'en fait il exploite littéralement les règles de la robotique de Asimov en fait. Complètement. Un robot a pas le droit de faire du mal à un humain, etc. Et c'est très rapidement au cœur des histoires de Astro, même si c'est des histoires courtes où il y a pas, on va y revenir, mais même si c'est des petites histoires, c'est toujours en toile de fond le fait que un robot peut pas s'en prendre à un humain, et puis il y a toute la ségrégation des robots qui revient beaucoup. Alors au début pas trop, mais petit à petit ça revient et c'est de plus en plus fort. Il y a même des parallèles. Il y a des parallèles qui vont être faits à certains moments avec l'apartheid. Il y a même un épisode où donc le professeur Oshinomizu qui récupère Astro, qui prend soin de Astro après qu'il a été récupéré dans le cirque. Va reproduire la scène de Rosa Parks en refusant de descendre du bus, en refusant que Astro s'essaye au fond du bus comme Rosa Parks quoi. Il y a clairement en fait ce qui est intéressant, c'est que pourquoi c'est un manga je trouve qui est pas super facile d'accès et qui est pas à mettre entre les mains, parce qu'il faut déjà être un peu armé, d'avoir déjà un bagage culturel pour comprendre les références et ce que met en avant Tezuka, parce qu'il les amène pas de manière pédagogique, didactique, tu vois. Il te le met, et il part du principe que tu es censé le savoir. Et encore une fois, la narration, elle est pas toujours évidente. Mais c'est ça qui en fait que c'est intéressant. C'est vraiment un truc. Il essaie d'apporter une âme à son robot et sur ses faits d'intégration aussi, qui fait que c'est pas simple, et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans cette œuvre là, et c'est pour ça qu'elle a beaucoup inspiré derrière aussi quoi. Ouais, absolument. Est-ce que tu veux qu'on s'attarde un petit peu sur déjà sur ce qui se passe un peu grosso modo dans l'intrigue du premier chapitre, qui est donc l'homme électrique. Alors on peut le dire ici déjà, c'est qu'il y a une particularité avec l'œuvre de Tezuka, c'est que c'est beaucoup de petites histoires. C'est des histoires, un chapitre, il y a un début, il y a une fin, il y a très peu de fil rouge, même si des fois on va retrouver des personnages qui vont intervenir et qui vont revenir dans les arcs suivants. Mais c'est vrai que on peut presque, en fait, j'ai envie de dire, prendre au pif une histoire et la lire, parce qu'en fait le seul élément qu'on a d'introduction, c'est cet avant-chapitre dont on vous a expliqué là, avec cette histoire qu'il arrive à anciennement Tobio, mais ensuite Astro, qu'il est rejeté par son père, pour être récupéré ensuite par ce qu'on va appeler le père adoptif. J'arrive jamais à prononcer son nom, c'est Oroshimasu. C'est ça. Moi aussi j'arrive jamais. C'est pas ça. Mais il a des parents adoptifs aussi. Il a aussi des parents secs un peu curieux. Oui, aussi chez des parents. Oui, ça c'est plutôt le professeur qui va prendre soin de lui. Mais c'est vrai qu'il va dans une famille avec ses parents adoptifs. Mais on les voit de moins en moins, les parents, en fait. On les voit plus trop. On les voit au début, après on les voit moins. Parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que il est censé, il doit dormir, il doit manger. Enfin, au début, après, il se cherche un peu au début sur l'histoire. Ça peut le dire. Ouais. Et donc, il faut qu'il dorme, faut qu'il reste chez papa, maman. Il doit pas quitter le Japon. Enfin, il y a un certain nombre de trucs, de contraintes comme ça au début qui après disparaissent un peu, quoi. Oui. Mais quoi qu'il en est, en tout cas, c'est que c'est un manga que vous pouvez prendre un petit peu par le bout que vous voulez. Moi, je sais que j'ai pas tout lu. J'ai lu en grande partie le premier tome. Et après, je me suis focalisé parce que je veux qu'on passe un peu de temps là-dessus, puisque ça fera le lien avec l'épisode sur Pluto. Il y a un arc dédié à Pluto. Et le mot que je peux vous dire avant d'y arriver, c'est assez bluffé quand même, malgré tout, parce que tout était là sans être là. Enfin bref, on en parlera tout à l'heure, ça peut être intéressant d'en débattre. Ouais. D'ailleurs, on vous prévient, on vous le dira à ce moment-là, ça va être certainement la seule partie spoil du manga, puisqu'on a besoin de donner quelques éléments de narration pour justement décrypter un peu ce passage-là. Donc à ce moment-là, si vous n'avez pas lu Pluto de Urasawa et Pluto de Tezuka, vous couperez puis vous viendrez l'écouter après, mais on vous donnera un petit signal à ce moment-là. Est-ce que tu veux déjà toucher 2 mots du premier chapitre qui est consacré justement à l'homme électrique? Déjà résumer un peu de comment se passe un peu l'intrigue et après me dire un peu ce que tu en as pensé. Alors ouais, je veux bien, mais je trouve que le chapitre suivant, le chat rouge,
Et encore plus, je trouve que le chat rouge c'est un chef-d'œuvre en fait. Enfin, je le trouve extraordinaire. Mais comme tu veux. Moi, je peux parler un petit peu rapidement de l'homme électrique. Ouais, et je te laisse vas-y. parler du chat rouge. Ouais, bah très bien. L'homme électrique, en fait, c'est tout simplement en fait une histoire de gangsters et de comment dire de cambriolage où Astro Boy est amené à intervenir et même s'il fait pas l'unanimité, c'est là qu'on se rend compte qu'il fait pas complètement l'unanimité dans l'univers dans lequel il évolue. Mais c'est une histoire qui est vraiment sympa, je trouve, sans trop vous en dévoiler. Mais il y a comme on le disait en off, il y a un petit twist à la fin qui est assez sympa. On est déjà en train de nous opposer un peu la dualité entre le bien et le mal. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais c'est bien ou est-ce que je fais c'est pas bien ? Donc on met en avant aussi tout le côté un peu la conscience et le libre arbitre. Même si c'est pas dit clairement, c'est le libre arbitre des robots qui est mis en jeu. Et c'est une histoire intéressante. Après, pour aborder tout de suite ce point-là, et ça fera le lien après qu'on continuera à parler du chat rouge, il y a déjà ce trait très, très typique de l'époque qui fait penser un peu à du strip. Je ne sais pas si vous voyez un peu le strip. Comment définir le mieux le style de Tezuka ? Je ne sais pas si vous voyez, il y a un jeu qui est sorti pendant un temps sur Switch et PlayStation. Un jeu très dur, là, tu sais, où tu avais Cuphead, voilà. Ouais, et ben, ouais. grosso modo, Cuphead, c'est un peu du Tezuka. Voilà, dans le côté très, très comics. Et je trouve que il a un trait vraiment sympa, mais qui a un côté assez enfantin. Et c'est ça qui est assez perturbant, je trouve, quand tu lis du Tezuka, c'est qu'il y a ce trait très enfantin, mais pour autant, les propos derrière, on ne prévient pas, mais des fois, ça peut être très rush et très rude. Ah ouais, complètement. Ouais. C'est même limite un peu dur des fois, et tu te dis, ah ouais, quand même, d'accord, je n'étais pas prêt à ça. Ah, complètement, ouais. Mais la narration, moi je trouve, après c'est encore une fois, tu le disais tout à l'heure sur le côté, et on le ressent aussi dans ce premier épisode qui est consacré à l'homme électrique, la narration elle est pas super fluide non plus. Je trouve que c'est assez laborieux quand même à lire. Et faut être concentré, faut pas être un peu fatigué non plus. Oui, bah parce que comme tu disais, c'est plutôt en mode strip. Il y a des gags, c'est des gags des années 50, hein, donc avec les onomatopées qui vont bien aussi. Oui, voilà. Ouais, donc on n'a plus le même humour enfin voilà, on n'a plus le même humour qu'en 1950. Les choses qui faisaient rire les gens à l'époque nous font plus forcément rire maintenant. Après, donc ouais, puis c'est très enfantin quoi, sur la façon sur la façon de présenter les choses. Après, c'est naïf, ouais, on peut le dire. Le mot, c'est peut-être naïf. Naïf, oui, complètement candide, mais volontairement. Mais même dans la vie de Bouddha, où à la base c'est un petit peu plus sérieux vu le sujet. Au départ, il y a un gag qui est hyper perturbant où tu vois en fait un gag limite à la Zaz où t'as un prêtre à l'époque de Bouddha qui a une montre et tu sais c'est pas expliqué en fait mais juste il a une montre et un paquet de clopes et en fait c'est juste comme ça quoi. Et c'est juste parce que ça le fait marrer quoi. Et il y a plein de trucs qui sont comme ça et en fait juste c'est ou alors des trucs très slapstick ou des choses vraiment ça il y en a beaucoup dans il y en a énormément ouais. Et du coup bon bah voilà ouais bon faut faire avec ça quoi. Mais il arrive à raconter des histoires parce que du coup tu parlais de l'homme électrique, donc l'homme électrique c'est un androïde invisible comme Astro, mais sauf que finalement à la différence d'Astro, cet homme électrique il a pas eu de chance, c'est qu'il est pas tombé avec des gens bien en fait. C'est-à-dire qu'Astro il est tombé avec des gens bien. Et puis il a le cœur pur, et l'homme électrique il a le cœur pur aussi, mais il est manipulé par des gens mal intentionnés quoi. C'est ça. Et finalement ça va revenir à ça, c'est en fait Astro va déployer beaucoup d'efforts pour essayer d'attraper l'homme électrique sans lui faire de mal. Et spoiler, il n'y arrive pas. Et ça se finit tragiquement en fait. Ouais. Et ce qui est assez perturbant dans cette histoire-là, c'est que l'homme électrique en plus a même si par moment il sait que ce qu'il fait c'est pas bien, il a ce sentiment de loyauté envers ceux qui l'ont recueilli, même s'il sait que ces gens-là sont mal intentionnés. Et c'est cette dualité, en fait, où justement, il sait pas, à la fin, il est assez au doute. Et c'est un robot, on n'oublie pas, quoi. Et c'est ça qui est assez fort, il arrive à les humaniser. Et déjà, dans un récit des années 50-60, je trouve que c'était quand même assez fort d'avoir déjà tout ce matos-là présent. Après, encore une fois, on l'a dit, c'est inspiré aussi d'Asimov qui avait déjà tout mis en place avant. Hein. On vous entend les gens qui râlent derrière et qui disent « Ah, mais Asimov l'avait déjà fait. » Oui, on sait. Mais en tout cas, ouais, c'est une histoire assez cool quand même. Mais ce qui est marrant, c'est que cette histoire de loyauté, malgré tout, c'est un truc qu'on va retrouver énormément dans les films de Yakuza, dans les films dans les Shambara et tout ça, quoi. Complètement. Bref.
Et ouais, je voulais juste dire un mot sur le chat rouge parce que Oui, vas-y. j'espère que c'est le bon terme, que je me trompe pas, mais je crois que c'est le chat rouge. En fait, Oui, c'est ça. C'est le chat rouge. c'est le chat rouge, ouais. En fait, l'histoire du chat rouge, alors je vous la fais rapide. Déjà c'est une histoire écologiste avec un thème écolo très très fort en 1950. 51, 52, Déjà, donc c'est déjà, 52, donc Très c'est hyper avant-gardiste. intéressant. En fait, c'est un collègue du professeur Ochanomizu qui est lui spécialisé dans les sciences naturelles plutôt, et en fait qui se bat contre le fait qu'on rase une partie une forêt aux abords de Tokyo pour construire. Ouais. Et en fait, il prend fait et cause pour les animaux. Et en fait, bon, les animaux, c'est aussi quelque chose qui revient énormément chez Tezuka. Enfin, Ouais. il le met en scène dans Le Roi Léo, on le voit beaucoup dans Bouddha. Enfin, le rapport à la nature, c'est vraiment important. Et dans Astro, ça revient énormément aussi. Et en fait, il trouve un moyen, donc il se fait passer pour mort, et il trouve un moyen de contrôler les animaux. J'aime beaucoup le twist de cette histoire, en fait. Parce que tu peux le dire, en fait, dans tout le récit, Astro et toute l'équipe d'Astro a l'impression de se battre contre un homme-chat. Et c'est Oui. vendu comme ça au début. Et on ne sait pas si c'est un masque ou pas. On a vraiment l'impression que c'est un homme-chat contre qui ils se battent et qui a ce pouvoir Oui. de parler aux animaux et de contrôler les animaux pour les envoyer faire des actions bien précises. Et, Ouais. et ensuite, pour arriver à ça. Non, c'est Et on une se rend chouette compte histoire. que l'homme-chat est le professeur en question. Et ça se termine aussi hyper tragiquement. Puisque en fait, le professeur en question tenait énormément à son chat et ils meurent tous les deux. En fait, son chat meurt à force de se bagarrer avec Astro, et lui-même se suicide plus ou moins. Enfin, en fait, il prend des otages mais juste avant de mourir, en fait, il a sa rédemption et il explique que ce qu'il avait fait était pas bien, même si c'était pour des nobles causes. Et ça se termine par une promenade mélancolique dans la plaine de je sais plus quoi, l'endroit qui essayait de protéger, par une promenade mélancolique du professeur Ochanomizu, qui récite un poème qui traite de cette plaine-là, en fait. Un poème, a priori assez important dans l'histoire de la littérature japonaise. Donc c'est quand même, ça rigole pas. Mais n'empêche que je trouve que dans cette histoire-là, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même un décalage, on va dire, alors un décalage au niveau du temps, au niveau de la période où c'est sorti, parce que tu le dis, bon, il y a le côté déjà très avant-gardiste sur le côté écologique, défense écolo, mais au-delà de ça, je trouve que ce que fait le chat rouge, c'est pas si méchant que ça, quoi. Enfin, toi, il est pas non plus, c'est pas le plus grand méchant qu'on ait connu. Non, il avec menace des industriels, il fait chanter, enfin je sais plus, il fait des trucs. Pas... Mais par ouais, contre, il envoie les animaux attaquer la ville. Hein. Oui, c'est ça, mais c'est dans n'importe quel film, tu te dis, ouais, actuel, Oui. le mec, ça aurait été dupliqué, en fait, les actions, il y aurait eu des morts, alors que là, bon, réellement, il fait des choses pas gentilles, mais c'est pas non plus, tu te dis, bon... Non, mais voilà, il séquestre des enfants, quand même. Ouais, mais à l'époque, ça allait, puisqu'on était prêt à abandonner un enfant sur le bord de la route et le donner à un cirque. Donc, C'est vrai. Okay. C'est OK. Dans la sphère Astro Boy, abandonner des gosses, séquestrer des gosses, taper des gosses, c'est OK, hein, parce que c'est dans le manga. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est une autre mœurs. À l'époque, la gifle était un bon moyen d'éducation. Aujourd'hui, on peut plus le faire. Voilà. Non, je déconne. Ne faites pas ça chez vous. Mais tout ça pour dire que c'est, voilà. Après, moi, avant qu'on passe, là, on vous a un peu expliqué ce qui se passait dans ce truc-là, mais c'est pour vraiment que vous compreniez un peu la manière de la narration de Tezuka dans son œuvre et dans ses œuvres de manière générale. On n'en parlera pas plus. On va plus s'attarder sur Pluto. Là, on va passer sur Pluto et là, on va un peu plus, on va vraiment spoiler. Là, c'était les 2 premiers chapitres, donc en gros, vous ne loupez pas grand-chose puisque avec plus ou moins de régularité, il y a des titres aussi forts et des fois un peu moins bons, mais il y a des trucs vraiment très cool par la suite sur ces 6 volumes d'anthologie. Donc, je disais tout à l'heure, c'est une anthologie parce que, mis à part Pluto, il n'y a pas vraiment de vrais fils rouges et de vrais chapitres qui s'enchaînent. À chaque fois, c'est une histoire qui se conclut en quasiment tout le temps un chapitre. Et puis voilà, et puis on suit les différentes aventures d'Astro Boy. C'est un peu comme si... on avait un peu ces rendez-vous toutes les semaines avec un dessin animé où toutes les semaines il y avait une aventure différente sans avoir besoin de raccorder les wagons avec l'épisode précédent et tu suivais une nouvelle aventure de tes personnages favoris à la télé, sauf que lui il le faisait déjà en BD.
Oui, Donc, oui, bah, ce qui était le format le plus courant à l'époque, c'est le format série feuilletonnant, c'est venu après, quoi. c'est ça. Mm. Ouais, c'est vraiment le côté feuilletonnant, c'est vraiment ça. Et pour le coup, vous attendez pas forcément à ce qu'il y ait un lien entre les chapitres, mais à part retrouver vos héros favoris, ça reste quand même des histoires assez indépendantes et c'est pour ça que vous pouvez les lire un peu dans l'ordre que vous voulez. Est-ce qu'on toucherait pas 2 mots pour faire un peu de connexion avec l'épisode sur Pluto qu'on a fait donc il y a 2 semaines, parler justement de la version Astro Boy Pluto qui est vraiment intéressante. Et d'ailleurs, je crois que tu as un petit extrait un peu rigolo. Je sais pas si tu veux le mettre maintenant ou tu veux le garder pour après. Faire la petite. Alors, en fait, donc du coup, si vous avez écouté l'épisode sur Pluto, vous connaissez l'origin story du manga Pluto, je veux dire. Du coup, sur le fait que c'est un remake un remake, oui, un nouveau récit d'un arc qui est présent dans Astro Boy qui s'appelle Le robot le plus fort du monde et qui s'est étalé sur 180 pages, ce qui était complètement exceptionnel à l'époque, sur plusieurs chapitres, plusieurs épisodes. Enfin voilà, ça avait été, on n'avait jamais eu un récit aussi long à ce moment-là. Et du coup, alors, j'aurais tendance à conseiller de lire d'abord Pluto et après le robot le plus fort du monde. Complètement, même si... Alors on va se dire, on spoil, hein, on va spoiler, oui. on va donner des éléments, donc si vous n'avez pas lu Pluto et que vous voulez vous garder un peu de... Bon, Pluto, de toute façon, il y a l'animé qui sort dans pas longtemps, mais si vous n'avez pas lu Pluto et que vous voulez pas être spoilé sur ce qu'on dit sur Astro Boy, donc vous coupez maintenant et puis vous revenez nous voir après. Ceux qui l'ont lu, restez, on vous garde avec nous. Mais oui, on va spoiler. Juste, moi, je fais une petite parenthèse. C'est grâce à toi, en fait, que j'ai complètement... je savais que ça s'était adapté de Astro Boy, mais je ne savais pas qu'il y avait littéralement un arc complet sur Pluto. Je me disais, ça doit être un personnage qu'on voit un petit peu dans le manga, et puis c'est en effet un peu ça. Non, c'est vraiment une adaptation de l'arc Pluto, avec plus ou moins les mêmes enjeux, mais avec des vraies différences sur plein de choses. Et c'est pour ça que je pense que lisez d'abord l'œuvre d'Urasawa, qui fait une belle porte d'entrée à Astro Boy, et après allez lire Astro Boy. C'est comme ça que moi je l'ai fait en tout cas. Moi j'ai lu les deux en parallèle en fait. C'est-à-dire que j'ai avancé, j'ai lu plusieurs tomes de Pluto. Et après, j'ai fait une petite pause dans Pluto et j'ai lu l'arc de Astro. Et après, je suis revenu. Après, j'ai lu un peu les deux en parallèle sur la fin, parce qu'effectivement, il y a Pluto cultive énormément de mystères dans ses premiers tomes sur quelle est cette menace, qu'est-ce que Pluto, même le nom lui-même de Pluto arrive finalement assez tard dans la narration. Il tease, c'est l'art et la manière d'Urasawa là dans sa manière de faire une narration, d'avoir le truc à tiroir. De nous les petits trucs, mais sans trop nous en dire. Il a l'art du teasing, on va se le dire, Urasawa. Complètement, ce que n'a pas, du coup, Tezuka. Non, là pour le coup, c'est très frontal. Donc effectivement, si on a d'abord lu, après ça peut être une façon amusante aussi de se dire, tiens, j'ai lu l'histoire d'une certaine façon et j'ai d'une autre façon. Mais je trouve que c'est quand même plus cool de commencer par Pluto parce qu'effectivement, on sera moins spoilé, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça en fait. C'est pour ça que c'est une bonne idée de commencer par celui d'Urasawa parce que on se spoil le design de Pluto. Si vous ne connaissez rien de Pluto, lisez plutôt du coup Urasawa plutôt que l'arc Tezuka parce que vous n'allez pas vous spoiler des robots et puis vous allez pouvoir surtout comparer les designs de robots et ça c'est cool. Alors ce qui est sûr c'est que les designs de Pluto est quand même très fidèle dans les deux. Enfin c'est par rapport à l'œuvre d'origine. Le format l'espèce du bibendum là aussi que Boulder, je crois que c'est comme ça. Très fidèle aussi. Le reste on va dire que merci Urasawa d'avoir réinterprété un peu les designs, parce que je préfère quand même les designs d'Urasawa. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même trait, c'est pas le même... Voilà. Non, mais tu vois, autant l'esprit de Pluto est là, en termes de design, de chara-design qu'on retrouve dans les deux, on sent vraiment qu'il a repris vraiment les codes. Les autres, pour le coup, sont un peu plus... c'est un peu plus adapté, c'est adapté, quoi. C'est adapté à la sauce, au chara-design. Il a refait tous les chara-design pour les autres, quoi. Oui, complètement. Il les a refaits, mais tout en restant quand même inspiré. Enfin, je trouve que c'est là où Pluto est vraiment doublement génial, parce que, en tant que manga, parce que c'est à la fois une réinvention d'une œuvre qui existe déjà, c'est à la fois fidèle et en même temps différent et c'est vraiment rare de voir d'atteindre un niveau pareil de respect de l'œuvre originale tout en le racontant d'une manière complètement différente. C'est extraordinaire et finalement en gardant 80% de l'histoire de base, quoi.
Il y a quand même des changements, mais ça reste. Bon. Ouais, et je pense que c'est peut-être, tu sais, on parle souvent dans le langage informatique. Je trouve que l'arc plutôt de Tezuka est vraiment super à lire, c'est très sympa. Je trouve qu'en fait, c'est un peu alors vous allez peut-être me tomber dessus, hein, mais c'est pas grave, je l'assume. Pour moi, c'est un peu la V2, tu sais, d'un truc, c'est qu'il a mis un gros coup de polish et il a amené l'histoire à un niveau quasi parfait, parce qu'il a inséré tout son savoir-faire dedans, etc. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, quoi, pour le coup. La vraie différence en fait entre les deux œuvres, donc dans les deux cas, on a un robot qui fait la chasse à tous les robots les plus forts du monde pour les éliminer, sur les ordres d'un personnage mystérieux qui s'appelle alors je vais pouvoir passer un extrait. Vas-y, j'attends. Alors, donc il s'appelle comment il s'appelle déjà? C'est le sultan, on l'appelle le sultan dans J'ai plus son nom, mais ouais. Et donc il a un autre nom il a un nom dans le manga, hein. Dans le manga c'est aussi le sultan, et parce que donc il y a une version animée du robot le plus fort du monde, ça a tenu en 2 épisodes, et voilà comment il s'appelle le sultan dans le dessin animé. Dehors, je ne veux pas qu'on abîme mon palais. J'accepte de combattre comme un turc, mais promettez-moi de libérer le professeur, quelle que soit l'issue du combat. Tu as la parole de Shishke Baba. Non, Astro. C'est un chouïa raciste quand même. Hein. C'est complètement raciste même. Donc en fait le Pluto dans le dessin animé s'appelle plus Pluto, il s'appelle comme un turc parce qu'il est fort comme un turc, et le sultan s'appelle Shishke Baba. Et voilà. Et donc on dirait la voix un des mecs qui double de nombreux méchants dans Nicky Larson, tu sais. Ah bah oui, je pense. Comment il s'appelle, mais ouais, vas-y. Et puis alors donc le côté donc il y a aussi le mystérieux professeur Goji qui est en fait qui a une double identité, et quand il est sous son autre identité, il parle comme ça dans le dessin animé. Et voilà, monseigneur, comme un turc est le mis en état. Mieux encore, il est muni d'un dispositif de mon invention qui permettra de doubler ses forces en cas de besoin. Pourquoi ne l'avais-tu pas fait avant? Ah, autour de l'inspecteur Kajok maintenant. On dirait les voix de Tintin. Comme il C'est dans les voix de plaît, Tintin. votre majesté. Donc Gessel s'appelle Kachok, il y a 2 robots qui s'appellent Réopol et Sébastomur. Enfin voilà, c'est les VF. Donc c'est drôle en fait, parce que ce qui est intéressant, ça rajoute un côté très nanar, alors que le récit est très cool en fait. Mais donc lisez le manga, quoi, en gros. Mais alors ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que en fait on a 3 degrés de noirceur en fait. C'est-à-dire que l'œuvre plutôt de Urusawa est quand même très très dark, quand même très sombre. Et en fait à chaque fois, ce qui est marrant, parce que à chaque fois c'est inexorable, on sait que chaque robot va finir par se faire tuer, c'est inexorable, on va pas pouvoir y échapper, mais on est quand même super triste à chaque fois, même si on sait que ça va forcément arriver. La vraie différence, elle est là, c'est que Urasawa a réussi à créer un attachement émotionnel pour chaque personnage, parce qu'il lui a créé un background, il lui a créé en fait une origin story qu'il a développé et qu'il a poussé vraiment à son paroxysme. Ce qui fait qu'on est vraiment sur un drame, un polar drame, tu vois, c'est vraiment quelque chose. Complètement. Alors que pour le coup, tu vois, comme dans le manga, ce que je trouvais qui était un peu moins bien, c'est que les personnages peuvent mourir, on en a rien à foutre, quoi. Bah quand même, je suis pas d'accord. Je trouve quand même que je trouve quand même qu'on ressent un truc. C'est quand même parce qu'à chaque fois ils sont détruits, et à la fin ils honorent quand même leur mémoire. Il honore quand même leur mémoire à la fin, alors qu'on est dans un truc pour enfants, quoi. Autant tu vois dans le manga d'Urasawa, en fait, on va avoir tout ce côté en fait plan secret derrière. Il y a un plan secret aussi là, mais on sent que tout le personnage de Pluto, en fait, dans le manga d'Urasawa, a toute une... Tu veux dire comme un turc? Comme un turc, pardon. on dirait comme un turc pour le manga de Tezuka et Pluto pour le manga d'Urasawa. Mais donc Pluto, il a tout un passif émotionnel, ce qui fait qu'il est tiraillé. Alors que dans le manga d'Urasawa, il a juste une quête de devenir le plus fort, en fait. C'est du shonen classique, Neketsu, de je veux devenir le meilleur du monde. Ouais, mais alors tu veux dire dans Tezuka, là, du coup. Mais comme un turc, du coup. Ouais. Là, bah alors, oui, mais justement, ce qui est intéressant, moi je trouve quand même, enfin moi après c'est perso, mais quand même je ressentais un certain attachement à tous ces robots, mais c'est peut-être aussi parce que je disais plutôt en même temps et que du coup je projetais certaines choses voilà. qui n'étaient pas présentes. Moi j'avais eu le temps de digérer honnêtement l'œuvre de Pluto, j'avais tout terminé et après je me suis attaqué, et honnêtement une grosse différence quand même, on va se le dire, c'est le personnage de Gezicht, vous le dites pour ceux qui le veulent. C'est un personnage central en fait dans le manga qui a vraiment une histoire vraiment très intéressante et qui est présent jusqu'à quasiment la fin. Je veux pas trop vous en dire ici quand même, sans pas non plus tout dévoiler. Il
il y a du spoil, mais on va pas abuser non plus. Dans le manga de Tezuka, c'est un random, quoi. En fait, il est là. Ils ont pris un personnage secondaire, et c'est Astro qui devient un personnage secondaire dans Pluto, quoi. Exactement. Enfin, pas secondaire, mais il prend de plus en plus d'importance. Mais pour moi, il est complètement secondaire. Hein, Astro, il reprend de l'importance à la fin de l'œuvre, dans le 8e tome notamment, où il reprend la place qu'il a justement dans la fin de l'arc de Tezuka, mais clairement il est complètement personnage secondaire. Il n'arrive pas avant la fin du premier tome, si je dis pas de bêtises. Il arrive. D'ailleurs, on l'aperçoit. Et d'ailleurs, le design de Urasawa, je l'aurais dit ici, mais il est juste sublime. Le dessin de Urasawa, et c'est une dinguerie. C'est splendide. Ouais, mais je trouve qu'après, dans le manga, c'est plutôt Astro de Tezuka qui a plutôt la place principale. Et derrière, on a tous ces personnages qui se font décalquer par chapitre, quoi, parce qu'il y a plusieurs chapitres et un mort par chapitre, quoi, grosso modo, et puis c'est emballé et ça va vite à la fin, quoi. Mais il y a Urane aussi qui est importante dans la version Tezuka et qui est importante aussi dans les deux, quoi, du coup. Ouais. Alors là, pour le coup, tu vois, c'est bien que t'en parles d'Urane, parce que je trouve il a pas apporté grand chose en fait Urasawa, parce qu'en fait on est à peu près sur le même personnage, qui a la même histoire de ressentir les émotions, de comprendre le robot. La seule petite différence, c'est qu'elle est vraiment copain avec Pluto dans le manga de Tezuka. Il y a vraiment une amitié, et d'ailleurs Pluto a ce côté très chevaleresque par moment de ne pas faire parce que par rapport à une promesse et par rapport à quelque chose qu'il a promis justement à Urane, ce qu'on retrouve pas du tout en fait dans le manga d'Urasawa, parce qu'il se sert juste de Urane comme un canal de réception des émotions de Pluto et de la tristesse profonde que peut avoir le personnage de Pluto dans le manga d'Urasawa. Ouais. Mais et chez Tezuka, ce qui est marrant aussi, c'est le fait que Pluto a quand même aussi ses émotions, a quand même son libre arbitre qui le gagne petit à petit, et Astro fait une fois de plus preuve de beaucoup de bienveillance et d'humanité entre guillemets pour un robot, en sauvant Pluto alors que c'était son ennemi en fait. Et c'est ça qui est toujours incroyable avec Tezuka, c'est qu'il finit toujours par abolir un peu les frontières entre les gentils et les méchants, et c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même vraiment c'est assez peu manichéen au final, quoi. Non, ça l'est pas du tout, parce qu'en fait, tu comprends que chacun des personnages, même méchants, ont une motivation qui peut s'entendre. Et bon, c'est un peu maintenant, si on doit raccrocher un truc très mainstream, c'est une vision des choses un peu à la Thanos. Hein, voilà, Thanos, est-ce qu'il est vraiment méchant ? Ça dépend comment tu vois l'humanité, quoi. Grosso modo, hein, mais sa justification peut s'entendre. Je dis pas que c'est bien ce qu'il fait, mais en tout cas, on essaie de sortir du cliché manichéen. Et dans Astro, c'est pareil, parce qu'en fait, les motivations des méchants, en fait, si tu veux, tu peux te dire, ok, je peux comprendre pourquoi il fait ça, et tu peux aussi avoir de l'empathie pour eux. Après, ce que je trouve qui est assez bien aussi dans l'histoire de Tezuka, c'est qu'il fait pas de chichi. En fait, il a un raisonnement assez simple. C'est moins capillotracté qu'Urasawa. Si je dois donner un écueil à Urasawa, mais ce qui fait quand même un peu moins dans Pluto que dans toutes ses autres œuvres, c'est qu'il a moins ce côté capillotracté qu'il a dans Pluto, parce que il a le matériau de base sur lequel il peut pas trop s'écarter non plus. Mais il a mis sa touche quand même, parce que moi, il y a toujours des personnages, honnêtement, je sais pas les expliquer. Je sais pas si tu te souviens du personnage de l'ours en peluche dans Pluto. J'ai pas compris ce qu'il faisait là, et quelle était sa motivation, et quel était le lien qu'il avait avec les autres, clairement. Et ça se termine même sur un cliffhanger où on se dit ok, et puis t'as pas de fin, donc c'est à toi d'interpréter. Donc ça, c'est la touche un peu, touche un peu Urasawa. Même quand t'as fermé le bouquin, il te reste encore plein de questions en suspens, il faut que tu ailles le relire, parce qu'il met beaucoup de couches à son scénario. Là où Tezuka, là clairement ici, pour le coup c'est direct. Assez, les motivations sont claires. Le professeur Goji, on apprend finalement que c'est un robot, il enlève son masque, je suis un robot. Donc il y a un côté très enfantin, très puéril, très naïf, volontairement naïf, comme on disait. Mais justement, c'est pour ça, étant donné que c'est naïf et candide, j'étais étonné qu'il tue tous les robots comme ça, quoi, parce qu'il les tue vraiment pour le coup chez Tezuka, et alors que dans le dessin animé il les tue pas, justement. Dans le dessin animé il te dit chez Urasawa il meurt vraiment aussi, il n'y a pas de possibilité. Oui, et chez Tezuka dans le manga aussi, mais dans le dessin animé ils disent on va les remettre en état, machin, enfin en fait c'est sous-entendu qu'ils sont pas vraiment morts, quoi. Alors est-ce que c'est un rajout de la VF, ou est-ce que c'est aussi dans la VO? Bonne question, je sais pas. Ça mériterait d'être creusé. Mais par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la fin est tragique aussi. Enfin, la fin est... toujours. Et je trouve que, pour le coup,
là, moi, j'ai eu beaucoup d'empathie pour le Pluto de Urasawa, même si c'est pas celui qui m'a le plus ému, clairement, dans l'histoire. Là, pour le coup, là, je me suis vraiment attaché. Ça a marché parce que du coup, on a suivi Pluto tout au long. Et du coup, on a un peu de la peine à la fin sur la conclusion parce qu'on se dit, ils auraient pu être copains, en fait. Et puis, ça aurait pu le faire, quoi. Mais après c'est toujours un peu la même chose, mais ça c'est un truc qu'on a souvent dans Goldorak, tu sais, il y a toujours des méchants qui sont obligés de faire ce qu'ils ont obligé de faire, ce qu'ils font, mais ils peuvent pas faire autrement, et c'est pas de leur faute, et à la fin il y a une rédemption par le sacrifice, et il y a souvent ça, et là c'est une fois de plus c'est ça, enfin c'est encore une fois la rédemption par le sacrifice. Et parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie qu'ils se battent, Astro et Pluto au final. Parce qu'en fait, ils sont un peu sur la même longueur d'onde là-dessus. Alors, il y a un petit point de détail aussi que je trouve assez intéressant, c'est donc déjà, je trouve que on sent qu'il y a toujours une histoire de parallèle dans les deux écritures. Là, c'est pareil, toi, il a un vrai glow-up dans le manga d'Urasawa. Il a un glow-up aussi pour aller affronter Pluto. Là, c'est pareil, on lui donne. Donc, c'est là où justement le fameux père adoptif revient. On a Tenma qui revient pour aider Pluto, et il va lui donner la force de 1000 chevaux, c'est ça, ou 1 million de chevaux, je sais plus ce que c'est là. Oui, mais justement, et puis il le digère pas très bien, en fait c'est trop de puissance pour lui, donc il le vit pas très bien, donc une espèce de sous-texte un peu antimilitariste, quoi. Exactement. Alors autant je trouve que c'est vite évacué dans le manga, c'est qu'on passe assez vite et puis finalement il s'en sert, mais on sent pas trop la différence de puissance entre nous. Il arrive un peu à mettre des droites à Pluto, mais vite fait. Autant dans le manga, quand il y a un peu le même plot qui se met en place, c'est-à-dire qu'on lui réinsère des trucs pour justement le rendre plus puissant, et ben là alors l'image c'est qu'on lui met des comment on appelle, ils appellent ça comment dans le manga, ils lui mettent des émotions. Ouais, je crois, des émotions contradictoires ou je sais plus trop quoi, enfin des émotions qui lui permettent d'avoir du bien et du pas bien pour justement libérer son potentiel. Et c'est là-dessus où je trouve qu'il joue vraiment sur la psychologie, et je trouve que c'est un peu mieux quand même chez Urasawa sur ce point-là que chez Tezuka, qui est quand même assez simpliste. Mais ce que je veux dire, c'est que clairement, on n'empêche qu'on a un truc quand même qui était assez inédit pour l'époque. Faut le rapprocher quand même à l'époque, d'avoir ce feuilleton Pluto qui dure sur plusieurs chapitres et qui est assez haletant malgré tout, je trouve, en termes d'écriture. Enfin, si vous devez commencer par un truc de Astro Boy, limite j'ai envie de vous dire, vous lisez un peu le début et vous allez sur Pluto. Et je pense complètement. Vous aurez carrément. tout le sel, un bon truc. Mais après il y a plein d'histoires qui sont super intéressantes. J'en parlais tout à l'heure, mais l'histoire en Afrique du Sud avec où il rejoue la scène du bus de Rosa Parks. Enfin, il y a pas mal de d'arcs qui sont intéressants. Ouais, c'est une période historiquement qui est, comment dire, assez chargée, qui a pu inspirer Tezuka pour faire ses histoires. Mais je pense que pour un peu conclure, enfin par rapport pour revenir sur Astro et conclure un peu en général, je pense qu'effectivement il n'y a pas besoin de tout lire. Non. Il y a pas besoin de tout lire pour déjà comprendre ce que c'est et y prendre plaisir, quoi. Si on est un peu averti, qu'on est un peu motivé pour lire un truc qui est très différent du manga contemporain, on peut lire quelques arcs et vraiment y prendre beaucoup de plaisir, quoi. Ouais, et je pense que c'est une bonne porte d'entrée à Tezuka, parce que Astro Boy c'est peut-être un de ses personnages les plus mainstream que de la pop culture, que tout le monde connaît, qui a eu énormément d'adaptations, qui a inspiré beaucoup de médias. Je pense que Megaman, ça doit venir un peu aussi d'Astro Boy, tu vois, les personnages de Megaman en jeu vidéo. Donc clairement, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour lire Tezuka. Est-ce que si on pourrait juste prendre 2 minutes pour me donner un rapide avis sur... Tu l'as vu l'adaptation de 2013, toi, du coup ? Est-ce que tu l'as vu ou pas ? Oui, je l'ai vu, ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, du coup ? Alors j'ai pas revu depuis, mais j'en garde un bon souvenir, en tout cas. Ouais, moi c'était plutôt bien dans mon souvenir. Faudrait que je le revoie, ça fait longtemps que j'ai pas revu, mais... Plutôt de Urasawa ou plutôt de Tezuka ? Non, je sais plus. Non, pardon. Bref. C'était une blague pourrie, je me permets. Ah bah non, mais on a placé tout l'épisode sans faire de blagues sur Pluto, donc je trouve que... Ah oui, t'aurais pu les faire. En plus, t'es un peu le spécialiste pour faire ça, toi. Ouais, non, mais là, je sais toujours de ta mémorable blague sur y a que de ça. Donc, c'est ça. Et que tu as dû la répéter au moins je ne sais pas combien de fois dans l'épisode, et j'étais bien rigolé. Tu as essayé de leur parasiter. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, je le dis ici, c'est un épisode du Growlcast de Stéphane Boulet et François, donc qui font partie du RPU, Daniel Andrieff et tout ça, et vous avez fait un épisode sur Queen of the Stone Age, et Queen of the Stone Age c'est Kotsa, et tu as
tu t'es fait un malin plaisir. Je sentais que tu jubilais derrière ton micro à dire que de ça. Voilà, c'était très très drôle. Rapidement pour donner mon avis moi sur le film, je trouve qu'il est très bien. Il marche super bien au niveau des enfants aussi. Je trouve que l'animation elle est vraiment cool, ça marche bien. C'est une réinterprétation un petit peu des origines en les rendant un peu plus modernes, mais tout en gardant vraiment le matériau de base. Et parce que on va se le dire, Tenma n'abandonne pas son gamin dans un cirque, parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui a vite été enlevé de l'origin story d'Astro, parce que politiquement correct, c'est un peu limite, quoi, on va dire. Ouais. Mais en tout cas, ouais, ça reste une bonne adaptation qui est très cool à voir et qu'on vous encourage aussi à jeter un œil. Et il y a eu encore une troisième série d'animation aussi en 2000 pour les 30 ans C'est ça. de Astro. Qui est cool aussi, hein. Enfin, qui fait le taf. Hein. Ouais, alors qui est plus efficace en termes d'animation, mais qui par contre est moins. Enfin, elle fait certains raccourcis au niveau scénario qui sont pas toujours heureux. Mais ouais, alors, j'ai pas tout vu. Hein, mais... C'est compliqué d'adapter quelque chose qui a plus de 60 ans maintenant. 70 oui. Presque, à ce moment-là, oui, c'était en 2003, mais ouais, Mais bref, voilà. Ah oui. Bon bah super Martin, on va conclure cette émission. J'espère que cette nouvelle formule vous aura plu. En tout cas voilà, j'ai encore un peu mon rythme à prendre parce que je réessaye un nouveau format, donc on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure des épisodes. Hein. C'est un peu un redémarrage sans le petit Val. En tout cas merci Martin. De rien, merci à toi, merci pour l'invitation, avec plaisir. C'était très cool, un très bel échange. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver cet instant Twitter @martingamera et puis sinon dans Random Culture Club ou voilà. Et la semaine prochaine donc normalement à Nanarland si tout va bien. Ah oui absolument à la New Nanarland et effectivement dans la team Nanarland. Yes. Et puis ça on l'a pas dit mais un joli taf qui est fait à ce niveau-là en tout cas. Eh ben super. Donc de notre côté pareil, hein, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, @YPDLM_podcast. On est aussi sur Discord. Si vous voulez rejoindre le collectif de l'imaginaire, on sera très content que vous soyez sur le Discord à venir discuter avec nous. Et puis je vous dis encore une fois Martin, merci. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga. Salut tout le monde. Salut, à bientôt.